Bonjour, j'introduis ce vlog un petit peu particulier, déjà parce que je l'introduis chez moi dans un lieu différent et parce que c'est un vlog que j'ai jamais fait, enfin une sorte de vlog que j'ai jamais fait. En fait, je voulais vous parler avec ce vlog-là de deux choses qui sont liées entre elles et du coup en lien avec évidemment les livres et la littérature, parce qu'on parle de ça sur cette chaîne. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans le choix de mes lectures, notamment, c'est les voyages. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre de cette vidéo, j'ai voyagé dans quelques endroits de France et j'ai lu des livres. Et vous allez me dire, et donc, le croisement, on y arrive. L'idée, c'est que pour moi, la littérature, mais comme pour beaucoup de personnes, c'est une manière de voyager dans des récits, dans des dimensions, des univers parfois très éloignés des nôtres ou à l'inverse très proches. Et les voyages, bon pareil, on découvre aussi d'autres cultures, d'autres paysages, ou pas. On peut revoir des choses qu'on a déjà vues ou visiter autrement. Et donc, j'aime bien en voyage, même si je ne le fais pas très souvent, lire des choses en résonance avec ce que je vais voir ou ce que j'ai déjà vu. J'aime bien, par exemple, lire des livres qui se déroulent dans le pays ou dans la ville que je suis en train de visiter, par exemple. Du coup, je trouve que ça donne une autre dimension à la lecture, plus visuelle, parce qu'on a vu, par exemple, des monuments qui sont cités dans le livre. Et aussi, ça donne une impression d'immersion, comme si on était le héros ou l'héroïne en fait du récit. Et j'aime vraiment beaucoup ça. Et autre chose qui me tient à cœur, c'était aussi de montrer, sans forcément de dimension militante derrière, même s'il y en a forcément, qu'on pouvait voyager en France et découvrir des paysages magnifiques et faire des voyages hyper intéressants et enrichissants, et le faire en train, ce qui est important vu l'état de la planète. C'était toutes ces choses-là que j'avais envie de vous faire partager dans ce vlog, et j'espère que comme moi, vous allez prendre du plaisir à le regarder, parce que moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à voyager et à lire ces livres. Nous avons commencé par quitter la région parisienne pour nous retrouver dans une petite ville de campagne. Et après, nous sommes partis à Nantes et j'ai adoré
cette ville de Nantes. Bref, vous verrez, on a fait plein de choses et c'est pas le but de cette vidéo de vous parler de voyage, mais plutôt de lecture. Et donc j'en profite pour faire le premier point lecture de cette vidéo. Donc j'ai commencé par lire Les Presque Sœurs de Chloé Corman. J'ai déjà lu un livre de Chloé Corman qui m'avait beaucoup bouleversée. C'est Tu ressembles à une juive, où elle explique le racisme, l'antisémitisme qu'elle a vécu et que vivent les personnes juives. Dans ce livre, elle questionne beaucoup en fait l'identité juive parce que les personnes juives passent pour des blancs et des blanches, mais en même temps ils subissent une forme de racisme. Et donc elle interrogeait ça et je l'avais beaucoup appréciée. En fait, je l'avais découverte, Chloé Corman, au micro de Lorraine Bastide, comme très souvent d'ailleurs. Et donc elle a aussi écrit de la fiction et je voulais le lire. Donc, je ne sais pas comment mettre le livre pour qu'il n'y ait pas trop de reflets. Dans ce livre-là, Les Presque Sœurs, donc de Chloé Corman, elle retrace l'histoire familiale, l'histoire de sa famille et d'une famille amie de la sienne. Je vais commencer un peu mon avis en même temps que je vous résume l'histoire, vous allez voir. C'est un peu flou. En fait, moi, j'ai eu du mal à savoir qui était sœur avec qui. Et un peu, je me suis perdue en fait dans cette généalogie. Mais elle va suivre donc ces 6 petites filles qui ont entre 3, je dirais, pour la plus jeune, et 16 ans dans cet âge-là. Et donc, elle va suivre leur parcours dans la France de 1942 avec les déportations massives de juifs et le début des déportations d'enfants juifs. Et du coup, elle va retracer tant bien que mal le parcours de ses cousines, de ses membres de sa famille et de l'autre famille. En fait, grâce à ça, plutôt, elle va nous montrer comment ça se déroulait en 1942 en France et notamment dans la région parisienne. Moi, je savais pas, je connaissais pas autant les détails et notamment sur cette organisation entreprise, je sais pas trop comment l'appeler, qui était une organisation destinée aux enfants juifs, tenue par des personnes juives plutôt haut placées dans la hiérarchie sociale quand même de la France de Vichy, ce qui peut sembler paradoxal. Et en fait, par exemple, il y avait un médecin juif et ce médecin juif, c'était un des rares médecins à être autorisé à aller soigner, c'est pas du tout le bon mot, à aider à mourir les personnes raflées pendant la rafle du Val d'Ive. Donc voilà, donc des personnes qui sont quand même juives, mais très haut placées dans la hiérarchie sociétale de l'époque. Cette institution, elle a pour but de réunir, regrouper ces enfants juifs, parce qu'avec un credo, ou en tout cas c'est la volonté officielle, de si on les rassemble et si on les garde ensemble et qu'on a une structure avec uniquement que des personnes juives, on sera d'autant plus capable de les sauver de ces rafles. Et dans cette structure, il y a notamment ce médecin que j'ai mentionné, qui lui n'y croit pas et tant bien que mal met en place un réseau clandestin assez marginal pour extrader certains de ses enfants vers des campagnes et des familles qui acceptent de les recevoir. Donc la focale historique est quand même sur ces années autour de l'année 41-42, début 43 quand elles sont déportées pour certaines dans des camps de concentration hors de la France. Et en fait j'ai bien aimé apprendre ce parcours historique et ces détails historiques dont j'avais jamais entendu parler. Et donc ce travail de mémoire m'a beaucoup marquée parce que vraiment j'ai appris des choses et c'est effroyable de voir à quel point ce sont des rouages, c'était des rouages bien huilés, que ça fonctionnait quasiment sans entrave et qu'on a pu laisser faire et qu'on a fait en toute conscience pour certains, des choses aussi déplorables, effroyables, inhumaines en fait. Donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé et le parcours, au-delà du parcours littéraire de Chloé Corman, elle fait aussi un travail de mémoire dans sa famille parce que c'est des membres de sa famille, alors je sais plus, il me semble que c'est les cousines de son père qui n'étaient pas encore nées ou les cousines de son grand-père, vous voyez, c'est quand même assez éloigné d'elle dans le temps et en termes de génération. Mais ce travail de mémoire est aussi un travail dans sa famille, je vous disais, parce que c'est le moment aussi pour elle d'aller soulever des non-dits, comprendre des bouts du silence, comprendre des
parcours biographique dans sa famille et de les faire résonner avec sa propre histoire à Chloé, donc à elle-même et à sa sœur. Comme je vous le disais, j'ai adoré le travail d'enquête et tout ce que j'ai pu apprendre, même si j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le livre au début parce que j'étais complètement perdue sur qui était qui, sur les narrations. C'est pas forcément chronologique en fait dans le récit et donc on peut s'y perdre. En tout cas moi je me suis perdue sur cette temporalité qui peut paraître décousue, alors de moins en moins au fur et à mesure. Mais au début, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans le récit et je m'attendais à quelque chose de plus romancé ou de plus narré, vraiment dans cette idée d'histoire qui nous est racontée, alors que c'est pas tant que ça la manière dont je pense que c'était voulu par Chloé Corman et donc la manière dont c'est réalisé. On est plus proche, je pense, d'un travail d'enquête et assez proche finalement d'un récit d'enquête, d'un journal de bord. Voilà, elle a fait ça, et alors mieux raconté et formulé évidemment. Elle a fait ça et donc elle a découvert ça sur cette famille et du coup elle le raconte. Et après elle se va dans une autre ville, par exemple à Pithiviers, elle va beaucoup à Pithiviers, elle va à la gare et elle a ce bout-là d'informations qu'elle nous raconte. Je le comprends intellectuellement, après je ne m'attendais pas à ça en le lisant, donc forcément au début c'est un peu déroutant. Mais n'empêche que j'ai beaucoup aimé le lire. Je vous disais dans l'introduction de ce vlog, j'aime bien associer comme ça mes lectures avec ce que je vois dans mes voyages. Pithiviers, c'est une ville où je me suis déjà rendue et surtout je revenais en fait, alors ça ne se passe pas au même endroit et ça se passe pas là, mais je revenais d'une visite du camp de concentration de Dachau. C'était encore, voilà, les images étaient encore imprégnées dans ma tête et ça faisait le lien, la continuité avec ce que j'avais pu voir, notamment à Dachau et ou plus éloigné dans ma mémoire de Auschwitz. Deuxième livre que j'ai lu durant ce périple nantais, c'est Atteindre l'aube de Digli. Alors Digli, c'est une autrice et une illustratrice française très connue. Et c'est le deuxième livre que je lis d'elle. J'avais déjà lu Ressac qui m'avait vraiment bouleversée. Et là, dans Atteindre l'aube, on va suivre... Alors c'est toujours très autobiographique, il y a une dimension autobiographique importante dans les textes de Digli. Parce que dans Ressac, c'est sa dépression concomitante. Je ne sais plus si c'est la cause, mais en tout cas, c'est une des causes. Après le décès de son beau-père dont elle était très proche. Et là, dans Atteindre l'aube, il y a pareil à cette dimension un peu expiatoire de l'écriture, un peu l'écriture comme remède, comme moyen de dépasser ses souffrances, mais en même temps de les comprendre et d'en faire quelque chose. Parce que dans Atteindre l'aube, elle va écrire après la mort de sa grand-tante, donc la sœur de sa grand-mère dont on a été très proche et qui était une femme âgée, très fantasque. Et à l'issue de cette mort et de cet enterrement, c'est l'occasion pour elle, et c'est ce qu'elle fait aussi dans Ressac, de tirer des liens, de faire des liens entre plusieurs éléments de sa vie, du passé de cette femme, de tracer des histoires intergénérationnelles, mais aussi de s'interroger sur ses propres souffrances, sur ses propres moments de vie. Et j'aime bien l'idée qu'elle a, Digli, de cette idée, ça me fait penser à telle autre idée, de cette idée-là, j'arrive à rebondir sur une autre idée. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Il y a des éléments qui m'ont beaucoup marqué, et là c'est personnel, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Il y a des réflexions qui m'ont marqué, qui m'ont fait vibrer, et il y a des thèmes très forts, notamment dans ce livre-là, avec des trigger warnings sur l'inceste et sur la culture du viol. J'ai vraiment eu du mal à refermer le livre à chaque fois parce que j'avais envie de lui faire un câlin et en même temps, elle met en mots des émotions qui sont à la fois très personnelles et qui résonnent avec nos histoires personnelles, mais en même temps qui ont une dimension d'universalité parce que je pense qu'on a tous et toutes été confrontés à cette souffrance, alors même si elle n'a pas les mêmes causes, on a tous et toutes confrontés à ces moments difficiles en famille, ces moments de joie intense, ces moments de perte de repères. Et ça donne en fait un côté un petit peu universel
à ce qu'on pourrait ressentir. Et l'histoire se passe dans le sud-est, à Marseille, et donc c'est une transition parfaite avec les images que vous allez voir tout de suite. À Marseille, ma ville de cœur, j'ai lu Maître des djinns de Pédélique Clark. J'avais déjà lu quelques nouvelles de lui, notamment Le mystère du tramway hanté, qui se passe dans le même univers. Et j'adore l'univers, vraiment. J'ai bien aimé le livre en plus. J'ai aimé de plus en plus au fil de ma lecture, au point de ne pas pouvoir le lâcher à la fin. Donc c'était parfait, cette montée en puissance tout au long du récit. Donc pour l'univers, on est en 1912 en Égypte, donc déjà hyper original. Ça change des pays inventés. Et on est dans une sorte d'Uchronie, je crois qu'on dit comme ça, parce qu'en fait, un monsieur, le maître des djinns, a réveillé la magie ancestrale qu'il y avait en Égypte avec les djinns. Et grâce à ça, l'Égypte est hyper avancée en termes de magie, forcément, mais surtout en termes de technologie. Et qui dit avance dit réécriture en fait historique, puisque grâce à ça, l'Égypte a pu bouter les envahisseurs et les colons anglais et français, et donc qui est indépendant, et c'est un des premiers pays à être indépendant. En 1912, ça c'était dans Le mystère du tramway hanté, mais on en reparle dans ce livre. Les femmes ont le droit de vote, et donc c'est un des premiers pays à l'avoir mis en place. Les femmes ont plein de libertés, et en même temps, comme on est dans un pays très marqué par la culture coranique, on en parle aussi dans le livre, avec les conflits autour de tradition, modernité. Il y a des réflexions hyper intéressantes sur porter le voile ou pas, et pas dans un propos polémique comme on pourrait avoir dans nos médias, mais en fait dans l'acceptation des deux façons de faire, à la fois de le porter et à la fois de ne pas le porter. Et donc j'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir cette société qui reste une société sexiste, parce que même s'il y a des femmes, il y en a quand même très peu qui accèdent au poste de pouvoir. Le mouvement féministe est un petit peu critiqué, voire beaucoup. Ça reste une société raciste, parce que les blancs européens qui vivent en Égypte ont une mainmise quand même sur les richesses nationales. Mais j'ai trouvé ça intéressant de voir une société un peu apaisée. Alors c'est peut-être pas le bon terme, mais où en fait les conflits, et ça me fait un peu penser à Becky Chambers en vous disant ça, mais où les conflits sont des réels conflits dans les tenants et aboutissants qu'ils imposent, mais où leur résolution n'est pas forcément une résolution violente. On peut être en désaccord, mais ce désaccord n'est pas forcément source de violence les uns contre les autres ou de domination. Et j'ai trouvé ça très apaisant en fait dans la lecture, de voir d'autres schémas pour résoudre des conflits importants. Notamment en fait le dialogue, quelque chose de a priori basique et à la portée de tout le monde. Donc là dans l'histoire, maintenant que j'ai planté le contexte et sûrement donné envie de le lire, on est dans un thriller de fantasy. Trop bien. On va voir une enquête qui est menée par l'agente Fatma, et l'idée c'est qu'en fait il y a un meurtre d'une confrérie un petit peu mystérieuse, un meurtre de masse, il y a plusieurs personnes qui sont mortes, et Fatma, qui est une agente du ministère de la magie, va aller enquêter. C'est une vraie enquête policière quoi, il y a des indices, elle remonte des pistes, on lui impose une partenaire, donc une autre femme. À ce moment-là, il y a des enjeux autour du féminisme, sororité versus faire comme font les hommes pour leur montrer qu'on n'est pas différente, ou accepter une forme de différence pour arriver au même point. Enfin, j'ai trouvé que c'était des thèmes très intéressant. Il y a des conflits générationnels, des oppositions de religion, il y a une forte thématique sur l'immigration, sur la pauvreté, sur les classes sociales. Enfin voilà, vraiment c'est hyper militant dans les thèmes abordés, et en fait ces thèmes-là vont venir nourrir l'enquête de l'agente Fatma, et l'autre s'appelle Adia. Et dans cette enquête, on est dans une société uchronique où la magie est omniprésente. On a forcément une dimension de fantaisie très prégnante autour de la magie. Bon, j'ai vraiment, comme je vous l'ai dit au début, de plus en plus apprécié ma lecture au fur et à mesure. J'ai adoré la résolution de l'enquête que j'ai trouvée intéressante. Pour toutes les questions, en fait, tous les thèmes que j'ai mentionnés. J'ai trouvé la société hyper originale, donc j'étais très contente de lire enfin un roman qui se passe dans cet univers, donc avoir quelque chose de plus conséquent que les nouvelles, parce que franchement, l'univers est hyper riche,
hyper bien construit. Vraiment, ça donne envie. Vous avez compris que j'ai vraiment bien aimé. Il y a quelques lenteurs au début, ça prend son temps, mais j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture. Et le fait que ce soit un thriller de fantasy, bah, ça fait bien longtemps que j'en ai... Enfin, en fait, j'en ai jamais vu, en fait, tout simplement. Ni vu, ni lu, ni vu passer. Et si avec tout ça, je vous ai pas donné envie d'aller découvrir cet auteur. Donc voilà pour ce vlog, cette petite promenade et ces petits voyages dans quelques territoires français et pour ces lectures qui m'ont vraiment toutes plu sur des niveaux très différents et en plus c'est des lectures assez éclectiques pour une fois que je vous présente. Et j'espère que ça vous aura plu et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.